Quand on nous parle de l'état de la planète, c'est presque toujours pour nous annoncer des catastrophes. Il est temps de voir les choses sous un autre angle. Nous vous apportons de bonnes nouvelles de la planète. Par exemple, dans le sud de l'Espagne, le grenier à fruits et légumes de l'Europe. Grâce à de nouvelles ressources en eau, les cultures seront moins polluantes. Au Proche-Orient, l'eau du Jourdain est un espoir de paix entre Israéliens, Jordaniens et Palestiniens. Autre bonne et étonnante nouvelle. En plein milieu du désert, Las Vegas est la championne des économies d'eau. Le désert de Morave, dans l'ouest des États-Unis, est la région la plus aride du continent nord-américain. Malgré le manque d'eau, une métropole a poussé sur ses terres ingrates. Las Vegas. Avec ses jeux d'eau et sa bonne cinquantaine de golfs, la ville est un symbole du gaspillage de ressources. Dans la région, l'eau est une denrée rare. Quasiment chaque goutte provient du Colorado. Ce fleuve dévale depuis les Rocheuses jusqu'au barrage Hoover, auquel est adossé un des plus grands réservoirs du pays, le lac Mead. Mais le niveau du lac baisse depuis des années. En cause, une sécheresse prolongée. Or, ce lac artificiel couvre les besoins en eau de millions de personnes. Une catastrophe pour Las Vegas? Pas si sûr. Kevin Perry est un policier de l'eau. Il patrouille pour l'agence de l'eau de l'agglomération de Las Vegas. Sa mission, traquer les gaspilleurs. Les directives de l'agence de l'eau sont strictes. L'arrosage automatique n'est autorisé que la nuit et seulement une fois par semaine en hiver. Kevin s'assure que les riverains respectent ces règles. D'abord, on fait de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on discute avec les gens. Après, ceux qui refusent de changer leurs habitudes de consommation d'eau tombent sous le coup de la loi. Ils sont alors passibles d'une sanction financière et les amendes sont d'une valeur croissante. Et enfin, s'ils refusent de payer, c'est considéré comme un délit et on leur coupe l'eau. Peter Young a déjà eu affaire à la police de l'eau. Notre jardin de devant est en pente. Du coup, quand on arrosait, l'eau coulait dans la rue. Et on avait une amende de 40 $ à payer tous les mois. Pour éduquer les propriétaires de jardins, l'agence de l'eau du Nevada a d'autres leviers. À propos de jardin, à Las Vegas, on touche une prime quand on enlève sa pelouse. Car arroser le gazon consomme une grosse quantité d'eau qui ne peut pas être recyclée ni réutilisée par les habitants. L'État du Nevada a donc décidé de verser 27 cents par mètre carré de surface de pelouse arrachée. De quoi motiver les particuliers, mais aussi les propriétaires de golf. Et puis ça donne des parcours plutôt originaux.
Heureusement, économiser l'eau ne signifie pas renoncer à toute végétation. Amy Zeldenrust est architecte paysagiste à Las Vegas. Elle aide les propriétaires de pavillons à transformer leur jardin en oasis. Une fois leur jardin débarrassé du gazon, les gens aiment regarder pousser les nouvelles plantes et humer leurs différentes senteurs. Et ça sans avoir à tondre la pelouse ou payer des factures d'eau exorbitantes. À la place du traditionnel gazon anglais, Amy plante des végétaux peu gourmands en eau. Des plantes du désert, comme des cactus et des agaves. Depuis qu'il a réaménagé son jardin, Peter n'a plus d'amende à payer. Quand on vit ici, on est sensible à la nécessité d'économiser l'eau. Mais on voulait aussi un look différent. La pelouse et les fleurs, c'est joli, d'accord. Mais vu qu'on est dans le désert, autant avoir un jardin qui soit dans le style. Et on l'adore. Il est génial et ne ressemble à aucun autre. L'agence de l'eau surveille particulièrement les habitants de Las Vegas, car c'est à la maison qu'on en consomme le plus. Les fontaines des grands hôtels sont certes tape à l'œil, mais leur eau est recyclée. Et la part des terrains de golf dans la consommation totale ne dépasse pas 7%. L'agence de l'eau et sa police ont fait du bon travail. Malgré une forte augmentation de la population ces 15 dernières années, la consommation d'eau a baissé d'un tiers. Comme quoi, Las Vegas n'est pas seulement la ville de tous les péchés. L'Europe aussi a un désert, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Il y pleut rarement, et la terre est tellement sèche qu'elle tombe en poussière. C'est pourtant ici que se trouve la plus grande concentration de serre du monde. Cette mer de plastique a une surface équivalente à 50 000 terrains de foot. Les fruits et légumes cultivés ici sont vendus dans toute l'Europe. Et ils sont très gourmands en eau. Le problème n'est pas spécifique à l'Andalousie. L'agriculture est responsable de 70% de la consommation d'eau mondiale. En Andalousie, les nappes phréatiques sont presque à sec. Mais nous allons voir que la situation est moins grave qu'elle n'en a l'air. Manuel Garcia Quero exploite avec sa famille environ 8 hectares de serre. Il a pris des mesures pour réduire sa consommation d'eau. Pour cela, il a installé un système de pompage moderne qui adapte l'irrigation aux besoins réels des cultures. Et pour mieux cibler les surfaces à arroser, il utilise le procédé du goutte à goutte. Ainsi, grâce à la modernisation des systèmes d'irrigation, la consommation d'eau de l'agriculture andalouse a baissé d'environ 10% en 5 ans. Et ce n'est qu'un début. Cette usine de dessalement de l'eau de mer permet d'irriguer un quart des surfaces cultivées sans puiser dans les nappes phréatiques. Seul problème, l'usine fonctionne encore aux énergies fossiles, nocives pour le climat. Depuis quelques années,
des chercheurs misent sur une énergie renouvelable plus respectueuse de l'environnement. Leur lieu de travail est une plateforme solaire dans le désert de Tabernas. Il y a là le physicien Guillermo Zaragoza et sa consoeur Pilar Fernandez. Leur but ? Utiliser l'énergie solaire afin de régler le problème de l'eau en Andalousie. Ces capteurs utilisent le rayonnement solaire pour chauffer l'eau de mer jusqu'à son évaporation. Guillermo produit lui-même son eau salée, car il a besoin de conditions de test stables au cours de cette phase expérimentale. Voici le cœur du dispositif de dessalement. C'est ici que la vapeur d'eau produite par les capteurs est filtrée par une membrane qui retient le sel et les résidus nocifs. L'eau distillée ainsi obtenue peut ensuite être enrichie en minéraux, avant d'être utilisée dans l'agriculture. Je me suis consacré pendant presque 10 ans à l'astrophysique. Mon dernier projet consistait à chercher de l'eau sur Mars. Mais à un moment, je me suis dit que ça avait plus de sens de chercher de l'eau à Almeria que sur Mars. Dans quelques années, le processus de dessalement d'eau de mer sera entièrement durable. Partout dans la région, on utilisera de l'eau dessalée à l'énergie solaire et on arrêtera de puiser dans les nappes phréatiques. Pilar Fernandez travaille sur un autre projet durable et renouvelable. Le projet de son équipe, désinfecter les eaux usées grâce au rayonnement solaire avant de les réutiliser. Les chercheuses récupèrent les eaux usées des stations d'épuration qui contiennent encore des micro-organismes pathogènes. À propos de germes dans l'eau, leur présence n'est scientifiquement validée que depuis le milieu du 19e siècle. Avant cette date, on imputait les maladies à l'inhalation de miasmes, y compris les affections telles que la variole, le typhus et le choléra. Jusqu'à l'épidémie de choléra qui frappe Londres en 1854. Le médecin John Snow découvre que la plupart des victimes ont bu l'eau d'une pompe située à un endroit de la Tamise souillée par des matières fécales. Pour enrayer l'épidémie, John Snow a persuadé les autorités de démonter le bras de la pompe. Mais il faudra encore 10 ans avant que les pouvoirs publics ne soient convaincus que les responsables étaient bien les germes proliférant dans l'eau. Il a même fallu une autre épidémie de choléra. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on utilise habituellement du chlore pour tuer les agents pathogènes. Mais en Andalousie, la chimie n'est pas une solution. Le problème de notre agriculture, c'est l'énorme quantité d'eau à désinfecter. Si on veut recycler l'eau d'une station d'épuration qui contient des résidus d'agents pathogènes, c'est très compliqué de chlorer ou d'irradier une telle quantité avec un stérilisateur. Ici, on utilise l'action combinée des rayons du soleil et d'une infime quantité de peroxyde d'oxygène pour tuer les bactéries. Mais l'eau traitée est-elle suffisamment propre pour être utilisée en agriculture? C'est ce que veulent vérifier Pilar et son équipe dans une serre. L'enjeu est crucial, car des plantes arrosées avec des eaux usées non traitées peuvent devenir de vrais nids à microbes. Le procédé des chercheurs neutralise-t-il les agents pathogènes? Avant que ces feuilles de salade n'atterrissent dans une assiette, elles doivent réussir un test en laboratoire.
Les résultats du test comparatif. À gauche, des extraits de salade cultivée avec de l'eau d'arrosage non traitée. À droite, avec de l'eau traitée. Pilar est satisfaite. Le nouveau procédé est bien opérationnel. Et il pourrait résoudre les problèmes d'eau dans de nombreux pays. Dans le monde entier. Partout où il n'y a pas d'eau potable et où on est obligé d'irriguer avec de l'eau sale. C'est actuellement un problème au Népal, au Vietnam et au Ghana, où les gens irriguent leurs champs avec des eaux usées non traitées. Si les problèmes d'eau en Andalousie ne sont pas encore réglés, les chercheurs ont fait progresser la technologie. Grâce à eux, la situation dans le sud de l'Espagne paraît moins désespérée qu'on ne pourrait le croire. Pour autant, la population mondiale en pleine expansion ne se nourrit pas que de fruits et de légumes. D'où l'essor de l'aquaculture. Aujourd'hui, nous mangeons plus de poissons d'élevage que de poissons issus de la pêche conventionnelle. Ce qui n'est pas sans problème. Les défenseurs de l'environnement reprochent aux fermes aquacoles de polluer l'eau avec des antibiotiques et des déjections. La solution se trouve peut-être dans un nouveau modèle de ferme. Toujours dans le sud de l'Espagne, le parc national de Doñana est une importante zone humide et une halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Des flamants roses nous guident vers un lieu tout proche. À l'embouchure du Guadalquivir, on élève des poissons destinés à l'alimentation humaine. L'eau du fleuve est acheminée via ce canal jusqu'à la ferme, grande comme 4500 terrains de foot. On pourrait craindre une production de masse et les problèmes qui vont avec. Mais non, ce n'est pas une ferme comme les autres. Les exploitants veulent cultiver des poissons en grande quantité, certes, mais dans une démarche durable. Miguel Medjaldea est biologiste et il veille à ce que les poissons aient suffisamment d'espace, et ce, dès la pouponnière. Ils grandissent ainsi dans de bonnes conditions sanitaires et n'ont pas besoin d'antibiotiques. Dès que leur poids atteint une centaine de grammes, les poissons sont transférés dans les étangs extérieurs. Chaque jour, 1 million de mètres cubes d'eau est pompé du fleuve pour les alimenter. De l'eau fraîche et bien oxygénée. Les flamants roses sont des hôtes bienvenus, car ils filtrent l'eau en éliminant les graines de plantes et des micro-organismes. Avant que la ferme ne s'installe ici, il n'y avait que des champs à sécher. Aujourd'hui, nous reconstituons un paysage qui a disparu, avec une flore et un environnement presque identiques à l'original, à l'image de ce qu'on trouve dans le parc national de Doñana. En même temps, nous créons de nouvelles valeurs, ce qui, à mon avis, est le vrai visage du développement durable. Et parmi ces nouvelles valeurs, les emplois attribués aux pêcheurs locaux. Autre point positif, dans les bassins extérieurs, les poissons ne vivent pas les uns sur les autres. Et l'eau est moins souillée par leurs excréments. À propos d'aquaculture, saviez-vous que nous consommons plus d'animaux aquatiques que terrestres? Tous pays confondus, nous élevons plus de 600 espèces aquatiques, dont les concombres de mer et les méduses, contre 38 espèces terrestres, telles que bœufs, volailles et cochons. Dans la ferme aquacole du Guadalquivir, la quasi-totalité des déjections des poissons est éliminée. L'eau est filtrée par les plantes sur la berge
et rendue au fleuve presque pur. Ces étangs constituent aussi un refuge pour les oiseaux. Lorsque le parc national s'assèche en été, il offre à boire et à manger à quelques 250 espèces, comme la Talef sultane et l'ibis falcinelle. La ferme aquacole est un bienfait pour l'homme comme pour la faune locale. C'est sûr. Le travail que j'accomplis ici est important, aussi parce qu'il inspire d'autres personnes. À cause de la routine quotidienne, il m'arrive de l'oublier. Mais quand des gens viennent ici et s'intéressent à notre modèle de production, ou quand je reçois des emails de personnes en Australie ou aux États-Unis qui veulent en savoir plus sur ce que je fais ici, c'est la preuve que mon travail a de l'importance. Et ça, c'est gratifiant. Comme quoi, une ferme aquacole peut être respectueuse de l'environnement. Et elle n'est pas la seule. Entre 2003 et 2015, l'élevage durable de poissons et autres espèces aquatiques a augmenté de 75% par an. Les eaux usées. À l'échelle mondiale, 80% d'entre elles ne sont pas traitées. Et pas seulement dans les pays en voie de développement. Cette rivière d'eau usée traverse le bassin de la Ruhr, en plein cœur de l'Allemagne. Il y a plus de 100 ans, cette région était le cœur de l'industrie de l'acier et du charbon. Pour évacuer les rejets industriels et miniers, la rivière Emscher a été transformée en égout à ciel ouvert. Pendant de longues années, les eaux usées ont été traitées par cette unique station d'épuration. Elles étaient très grossièrement assainies avant d'être déversées dans le Rhin. À propos d'eau usée, savez-vous combien de temps vous passez au petit coin? Supposons que ça vous prenne 20 minutes par jour et que votre espérance de vie soit de 80 ans. Au total, ça représente une année. Oh là là, toutes les choses qu'on pourrait faire pendant ce temps. Quand on voyait le cloaque nauséabond qu'était devenu la rivière, on pouvait penser qu'il n'y avait plus rien à faire pour la sauver. Mais les riverains ne se sont pas résignés. Ils ont lancé une initiative citoyenne, les riverains de l'Emscher, qui fête aujourd'hui ses 30 ans d'existence. On ne pouvait pas accepter que les eaux de l'Emscher soient polluées pour toujours. On voyait que dans d'autres régions, ils procédaient autrement, qu'ils avaient des stations d'épuration. Elles faisaient cruellement défaut ici. Lassés de respirer les mauvaises odeurs de la rivière jusque dans leurs chambres, les citoyens ont pris le taureau par les cornes. Ils ont commencé à protester à la fin des années 80. Au début, ils n'étaient qu'une poignée à descendre dans les rues. Puis ils sont devenus de plus en plus nombreux. On a prélevé des échantillons d'eau et on les a fait analyser. Et du coup, on a pu dire aux gens ce qu'elles contenaient, à savoir toutes sortes de polluants, de substances toxiques et cancérigènes. En 2009, sous la pression citoyenne, il est décidé de creuser un canal souterrain de récupération des eaux usées. Des conduites sont installées pour former un système d'épuration qui s'étend sur 400 km. Le but ? Soulager la rivière des eaux usées.
Les conduites sont raccordées à plusieurs stations d'épuration construites à neuf. L'ancienne station est aussi modernisée à grands frais. Au final, ce sont 5 stations d'épuration qui traiteront les eaux de plus de 2 millions de riverains, ainsi que les effluents du secteur industriel. Parallèlement, la rivière fait l'objet d'une renaturation, avec des zones de prairies inondables pour accueillir l'eau en cas de crue. À certains endroits, les riverains peuvent d'ores et déjà constater la métamorphose de la rivière. Les premiers animaux font leur retour, comme le vanneau huppé et le héron cendré. Aux endroits les plus inondés, on aperçoit des grenouilles et même des couleuvres à collier. Libéré de sa camisole de béton, l'ancien égout à ciel ouvert retrouve peu à peu sa vraie nature. La réhabilitation de l'écosystème fluvial a aussi rendu les zones riveraines plus attractives. Le chabot commun. Ce poisson était un hôte de l'Emcher avant que la rivière ne devienne un égout. Avec l'aide de biologistes, cette espèce devrait désormais reconquérir son territoire. Truites, farios et épinoches sont revenus d'elles-mêmes. Plusieurs délégations du monde entier ont fait le déplacement jusqu'ici. En Asie, par exemple, ils ont les mêmes problèmes. Il y a des grandes villes, des aires urbaines où, sous la pression de la croissance démographique, ils ont dû sacrifier la nature et ont dégradé des rivières en y déversant les eaux usées. On n'est pas les seuls à connaître ce problème. Et le savoir-faire que nous déployons pour renaturer l'Emcher fait des émules. Le dernier égout à ciel ouvert d'Allemagne devrait être assaini d'ici 2021. Les supporters du Borussia Dortmund ne seront plus obligés de se boucher le nez en assistant à un match de foot dans le stade, situé en bordure de l'Emcher. Au Proche-Orient, le Jourdain est une artère vitale. C'est grâce à lui que les populations peuvent vivre dans cette contrée aride. Le fleuve alimente le lac de Tibériade, dans le nord d'Israël. Le lac où, selon la Bible, le Christ aurait marché sur l'eau. De fait, le Jourdain est un fleuve sacré pour les chrétiens. Mais il n'est pas toujours aussi paisible. Il délimite la frontière entre 2 pays, Israël et la Jordanie. Dans cette région du monde, toujours en proie aux tensions, la moindre étincelle peut déclencher un nouveau conflit. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, avait annoncé « La prochaine guerre au Proche-Orient sera une guerre de l'eau ». Cet avertissement s'était répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier. La situation du lac de Tibériade, le plus grand réservoir d'eau douce du Proche-Orient, semble lui donner raison. En plein hiver, une saison pourtant très pluvieuse, le niveau d'eau du lac est déjà 4 mètres trop bas.
Ce déficit se répercute sur le Jourdain, qui sort au sud du lac. Le fleuve alimente en eau environ 16 millions de personnes, Israéliens, Jordaniens et Palestiniens, essentiellement pour l'agriculture. Pour irriguer leurs champs, les agriculteurs pompent l'eau directement dans le fleuve. Les conséquences sont particulièrement visibles à l'endroit où le cours du fleuve est entravé par un barrage. Une situation intolérable pour les fondateurs de l'association Écopice. Pour eux, le maintien de la paix dépend d'une répartition équitable des eaux du Jourdain. On constate qu'à la sortie du lac de Tibériade, le Jourdain est endigué par un barrage en terre. Et au lieu de le voir poursuivre son cours vers la mer Morte, on voit une conduite. Ce qui en sort est ce qui reste du Jourdain. À quelques kilomètres plus au sud, ce mince filet d'eau marque la frontière et est une source potentielle de conflit. Pour éviter une escalade, Gideon Bromberg et ses collègues interviennent dans chacun des pays riverains. Première étape. Amman, la capitale de la Jordanie. Dans cette énorme métropole, chaque famille possède une citerne sur le toit. Elle n'est remplie qu'une fois par semaine. Et en attendant, il faut faire avec ce qu'on a. Mounket Meyar, un Jordanien qui travaille pour Écopice, cherche un moyen d'améliorer cette situation. Des experts locaux comme Abdelrahman Sultan lui apportent leur soutien. Derrière cette colline aride, Abdel a découvert un trésor oublié. Ça s'est fait un peu par hasard. En 2003, je suis venu ici avec des étudiants pour ramasser les déchets. C'est comme ça que j'ai découvert ce lac artificiel. Je me suis dit, c'est vraiment dommage que plus personne ne s'en serve. On pourrait transformer la zone en parc naturel et en parc de loisirs. À l'origine, le réservoir servait à recueillir l'eau de pluie en hiver. Mais au fil du temps, les autorités s'en sont désintéressées. Écopice a remis le barrage en service. Abdel et son équipe ont réparé les conduites vétustes et les ont même élargies. Grâce aux eaux de pluie collectées, ils ont créé une petite oasis. Et la végétation ne cesse de s'étendre autour du lac. Mais Abdel voit encore plus grand, y compris pour le Jourdain. À l'avenir, le lac stockera encore plus d'eau et il s'écoulera à nouveau dans le lit actuellement asséché d'un affluent du Jourdain. Si grâce à cela, nous parvenons à réalimenter le fleuve en eau, ce sera bénéfique à l'écosystème de toute la région. Les agriculteurs pourraient ainsi profiter eux aussi de ce barrage, en Jordanie comme en Israël. Mais là où des barbelés séparent les hommes, l'approvisionnement en eau reste compliqué. Comme en Cisjordanie, près de Jéricho. Malgré l'aridité de la vallée, Jéricho bénéficie d'un microclimat propice à la culture de fruits et de légumes. Alors même que l'accès au Jourdain lui est interdit, puisqu'il se trouve dans une zone militaire. De nombreux Palestiniens estiment que le partage des ressources en eau est injuste et favorise les Israéliens.
Dans ce contexte de conflit latent, Ecopis cherche des solutions pour économiser l'eau. Mohamed Saïdé a construit une station d'épuration avec des moyens de fortune. Il montre à des lycéennes comment traiter des eaux usées domestiques pour arroser le potager. C'est notamment ainsi que les eaux de vaisselle du centre de formation d'Ecopis sont traitées. Beaucoup de Palestiniens croient que recycler les eaux résiduaires n'est pas hygiénique. Mohamed veut leur prouver que les filtres à sable et à gravier sont efficaces. Je ne savais pas qu'on pouvait réutiliser les eaux usées. Je n'avais encore jamais vu ça. Nous, on a un grand jardin qui a besoin de beaucoup d'eau. Ce serait un bon moyen d'économiser l'eau, surtout l'été. Ça pourrait être bien pour nos orangers. C'est avec de petites avancées comme celle-ci qu'Ecopis tente d'atténuer les effets de la pénurie d'eau. À propos de zones de conflit, saviez-vous que les habitants du Proche-Orient avaient négocié un juste partage de l'eau il y a déjà 4500 ans? Entre l'Euphrate et le Tigre, dans l'actuel Irak, ils avaient construit des canaux et des barrages pour irriguer les champs. Mais les habitants se disputaient l'eau et les terres. Le roi Mézilim arbitra le conflit et signa un accord avec tous les riverains qui régissaient le droit à l'eau. Le traité de Mézilim mit fin à la guerre. Il fut gravé dans la pierre et il est aujourd'hui exposé au Louvre. En fait, c'est le premier traité de paix relatif à l'eau. Tel Aviv, la métropole économique d'Israël. Gideon Bromberg est venu y chercher des solutions pour le Jourdain. Ses contacts dans le milieu économique et politique lui sont d'une grande aide. En Israël, on mise sur les nouvelles technologies pour voler au secours du Jourdain. Les chercheurs de cette ferme expérimentale collaborent avec Ecopis pour aider les agriculteurs à économiser l'eau. Oded Raaf s'occupe d'écologie du paysage depuis 13 ans. Il cherche une sorte de communication avec les plantes pour mieux comprendre leurs besoins en eau. À cette fin, il a équipé les végétaux de capteurs. Ils enregistrent la maturation des fruits, mesurent la croissance de la tige et le taux d'humidité des feuilles. Les capteurs fournissent le même type d'informations que le stéthoscope d'un médecin. Ces données sont entrées dans le programmateur d'arrosage. Et l'incroyable se produit. La plante entre en communication avec le dispositif technique et lui fait comprendre de quelle quantité d'eau elle a besoin. Pour nous, ça a été une révélation. Les données météorologiques permettent aux chercheurs d'économiser encore plus d'eau. Cette irrigation sur mesure a un effet bénéfique certain pour le Jourdain. L'eau n'est pas seulement la source de toute vie. C'est un don de la nature. Nous devons en faire le même usage que celui de l'or, un usage parcimonieux et judicieux. Plus nous utiliserons la technologie, moins nous aurons besoin de l'eau du lac de Tibériade ou du Jourdain. Notre but final est de mettre cette technologie à la disposition des pays voisins, pas de la garder pour nous. Les collaborateurs d'Ecopis ont compris qu'Israéliens, Jordaniens et Palestiniens ne pouvaient résoudre la crise de l'eau qu'en unissant leurs forces.
C'est grâce à cette vision commune que Mungket et Gideon sont devenus amis. Ensemble, ils veulent sauver le Jourdain et préserver cette ressource en eau. Mais ils veulent surtout rapprocher les populations qui vivent le long du fleuve et donner une chance à la paix. Ils ont choisi pour cela un lieu chargé d'histoire, une des premières centrales hydroélectriques du Proche-Orient. Elle a été détruite en 1948 pendant la guerre israélo-arabe. C'est ici, à la frontière entre Israël et la Jordanie, que Gideon et Mungket prévoient la création d'un parc de la paix. Un jour, Israéliens, Palestiniens et Jordaniens pourraient s'y croiser librement sur les rives du fleuve sacré dont dépend leur avenir commun. Rester dans son coin n'a servi aucune des parties en présence. Cela n'a fait qu'alimenter l'animosité et entretenir le conflit. Le parc de la paix au bord du Jourdain nous rappelle que nous devons travailler ensemble, de manière à apporter à nos trois peuples une prospérité partagée. La prospérité sera pour tout le monde ou pour personne. Très juste. La menace d'une guerre de l'eau semble écartée à ce jour sur les rives du Jourdain. Dans le monde entier aussi, on n'a recensé que 37 cas de graves conflits dus à un cours d'eau frontalier ces 70 dernières années. Pendant la même période, presque 300 accords sur l'usage pacifique des eaux frontières ont été signés. Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes engagés prouvent que se battre pour le bien de tous n'est pas une tâche vaine. Jour après jour, ils innovent pour offrir au monde un avenir meilleur. À bientôt pour d'autres bonnes nouvelles de la planète.